Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'elle a pensé. Il y a une petite histoire derrière cette vidéo. Pour information, c'est la deuxième fois que je la tourne en fait, et j'ai totalement supprimé la première tentative pour deux raisons qui étonnamment me semblent aller ensemble, alors que en soi on pourrait penser que non, mais la première raison c'est que j'étais très insatisfait de ce que j'y ai dit, de comment je l'ai dit, et j'ai senti que je m'étais perdu dans des tunnels explicatifs qui étaient très laborieux, qui avaient du mal en fait à déboucher à quelque chose d'intéressant et dont les autres puissent se nourrir. Et la deuxième raison, c'est que mon ancien PC rend l'âme de plus en plus. Et en fait, en regardant l'enregistrement, j'ai vu qu'en fait il y avait des coupes, des moments qui sautaient, il y en avait beaucoup trop, et qu'en fait ça allait être à peu près impossible à monter, et ça m'a agacé, et en même temps, je dirais que ça m'a presque soulagé, parce que d'une certaine manière, ça m'a donné une bonne raison de supprimer ce travail. J'ai senti en fait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné entre ce que j'essayais de communiquer et la façon dont je l'incarnais au moment de le communiquer. Je vais essayer du coup de me mettre dans un autre état d'esprit là, pour cette nouvelle tentative. J'ai pris le temps de méditer un peu la chose et d'essayer de m'exprimer depuis un autre espace, je crois. Et je pense que ce qui ne marchait pas la première fois, et peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pu avoir un enregistrement clair, enfin, peut-être que finalement c'était ce qui devait se passer, je sais pas. Mais ce que j'ai senti qui était pas clair la première fois, c'est que je voulais parler finalement de comment est-ce que tout est à la fois un et multiple, et dans la façon dont je l'ai communiqué, c'est quelque chose que je ne vivais pas intérieurement au moment de le communiquer. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pris dans quelque chose qui disait ce que j'ai à dire là est tellement important, est tellement fondamental, c'est tellement une étape que je ne veux pas rater dans la progression de ma chaîne et dans la progression, disons, de mon enseignement, on pourrait parler ça comme ça, que bah voilà, je ne veux pas le rater, je veux bien le décrire et je veux que ce soit extrêmement clair, extrêmement précis, et en fait, il y a ce phénomène un peu paradoxal qui est que plus on essaye de rentrer dans le détail et la précision et la rigueur des choses, ce qui est justement ce que je voulais essayer de ne plus faire dans ce format Régénérer le monde, plus on essaye de rentrer dans la précision des concepts et plus le message devient difficile à appréhender, peu pratique, peu utilisable, et finalement il y a une sorte de stade au-delà duquel le travail sur la précision conceptuelle et sur l'exhaustivité devient complètement contre-productif. En fait, on perd complètement le propos de base. Et en fait, ce qu'il y avait derrière, c'est que il y avait ce truc qui est j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à partager, j'ai tellement pas senti que je pouvais les dire, les exprimer comme il fallait, avec toute l'intensité que je voulais et tout, j'ai tellement senti que ça pouvait pas sortir pendant longtemps, que il y a un truc qui me dit là maintenant il faut que je dise tout, c'est presque une sorte de d'urgence de partager ça au monde en fait, comme si je ressentais que le monde en avait vraiment besoin, ce qui est sans doute vrai à mon avis quelque part. Mais il y avait un phénomène de trop, et je suis de plus en plus pris ces derniers temps par le vertige de me rendre compte qu'en fait les choses que je pense, que j'arrive de plus en plus à penser, à formuler dans ma tête, et les implications que ça a, sont en train de dépasser complètement ma capacité à les formuler, à les coucher sous une forme écrite ou orale et à les transmettre. Et c'est quelque chose que je vis souvent avec une certaine angoisse, et en même temps, là je me retrouve confronté au fait que au fond, c'est pas très grave, parce que mon expérience, ma perception, comme celle de tout être humain, a vocation à rester singulière, et l'important c'est pas tellement que des gens puissent absorber toute ma pensée et toute ma vision du monde, ce qui ne leur ferait peut-être pas du bien d'ailleurs, tout comme je ne sais même pas si ça me fait vraiment fondamentalement du bien à moi au-delà d'un certain point, hein. Et je pense que l'important c'est que les gens
en comprennent assez, en reçoivent assez pour que ça fasse écho à leur propre vie, à leur propre perception, qu'ils puissent s'en nourrir et qu'ils puissent le retransformer en quelque chose qui aura du sens pour eux. Et finalement, en fait, c'est bien ça, en fait, le principe selon lequel tout est un et multiple à la fois, c'est que, en même temps, si je parle de quelque chose, ça va forcément résonner avec le monde, et en même temps, ce que j'ai à partager est et sera toujours complètement personnel, quoi. C'est-à-dire que, et intransmissible au-delà d'un certain point, et forcément toujours dévoyé, transformé, entre guillemets mal compris, mais de toute façon on ne peut pas bien comprendre à un certain niveau, quoi que ce soit. Et je pourrais m'amuser à rationaliser en disant que ce serait parce que ma pensée est tellement complexe à avancer que c'est normal que ça passe pas, mais en fait c'est une propriété ontologique du monde et de la réalité, et ce serait quelque part une façon de ne pas voir ce qui se joue à un niveau plus profond, quoi, de rejouer cette histoire-là qui, au fond, est mon histoire et ne dit pas grand-chose sur la capacité réelle des gens à entendre et à comprendre ce que je dis. C'est une intro qui est un peu longue, mais je sens déjà que ça me fait du bien de poser les choses comme ça, et je pense que ça peut nourrir aussi la suite du propos, parce que finalement, ça le contextualise et ça énonce en fait l'énergie avec laquelle je viens pour partager ça. Là, ce dont j'avais envie de parler aujourd'hui, c'est de comment est-ce qu'en fait, fondamentalement, donc le 1 est le multiple, mais en l'occurrence dans ce contexte, comment est-ce que toute l'existence, mais pas, enfin l'existence humaine déjà oui, mais toute l'existence en général, toute forme de conscience, toute forme de ce qu'on pourrait appeler la vie, l'existence, toute existence en fait est conditionnée par le fait que tout est vu à la première personne depuis fondamentalement un seul point de vue. C'est pas exactement vrai, à un certain niveau c'est faux même, mais en tout cas, tout est vécu exactement comme c'était le cas dans la vie ordinaire, disons en tout cas. Et le fait que tout soit vu, reçu, perçu, interprété, articulé, construit, développé à la première personne et depuis un point de vue singulier, situé, c'est quelque chose qui paraît à la fois incroyablement évident et incroyablement trivial, et en même temps, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est profondément difficile à intégrer et profondément dérangeant. Et je vois cette espèce de dichotomie, cette espèce de danse, de contradiction, peu importe comment on appellera ça, parmi les gens, disons, qui n'ont pas fait un certain travail de conscientisation, de développement personnel, de travail sur soi, de réalisation spirituelle, il va y avoir cette alternance entre, d'un côté, une volonté, en fait, de faire mentir le fait que tout a toujours été et tout sera toujours vécu à la première personne, depuis une position singulière, et donc on va pouvoir s'attacher à toutes sortes de trucs. La religion qui nous offre une vérité révélée, la culture qui nous dit comment est-ce qu'on doit mener le monde, notre éducation familiale, la raison, la rationalité. Il y en a même certains qui vont s'accrocher à une sorte de primauté de l'affect, des émotions, de l'intuition, qui serait peut-être la seule chose, ou la présence même, dans certains courants spirituels, on va entendre parler de ça, la présence qui nous permettrait, et d'un certain point de vue, c'est pas tout à fait faux, mais on va y venir, qui nous permettrait d'accéder à quelque chose qui transcende en quelque sorte cette réalité-là, et même en fait dans la pensée complexe et tout, il y a toujours un peu cette idée qu'on va en quelque sorte soit échapper à ce conditionnement, à cet ancrage primaire, à ce point de vue premier ontologique qui nous poursuit toute notre vie, ou si on n'y échappe pas, en tout cas on pourra en quelque sorte le transcender, le sublimer. Donc il y a cette aspiration-là, et en même temps, il y a une autre tendance qui est presque opposée, qui est que on veut penser le monde comme si il n'y avait pas de distinction fondamentale entre notre perception des choses et le monde tel qu'il est. Fondamentalement, on confond tout ce qu'on a toujours connu et tout ce qu'il y a à connaître. En fait, on pense une théorie complète, on pense le monde en entier, depuis notre point de vue, et on refuse en fait d'assumer que ce sera forcément infiniment incomplet, puisque tout part de notre point de vue. En fait, on refuse d'intégrer quelque part cette inconnaissabilité liée à notre existence même, on refuse
de l'intégrer en fait dans notre façon de penser le monde. De se dire, en fait, il y a quelque chose, même l'essentiel de la vie en fait me dépasse complètement parce que mon existence propre n'a pas encore rencontré ou pu interpréter ou fait sens de ces choses-là. Ça m'échappe complètement. Ce truc-là, on a beaucoup de mal à l'intégrer. Donc d'un côté, on refuse ce point de vue situé en essayant de se référer à des choses qui nous dépassent. Encore une fois, rationalité, religion, étatisme, voilà. Peu importe, culture. Et de l'autre côté, on voudrait pouvoir penser le monde entier depuis notre point de vue et que ça tienne la route et que ça fonctionne en fait. Et il y a quelque chose qui est profondément dissonant dans ces deux points de vue et qui a tendance en fait à vouloir nier ce truc qui me crève les yeux et qui je pense en fait crève les yeux à tout le monde si on regarde le monde 2 minutes, mais que personne ne veut vraiment s'appliquer à soi-même, qui est que fondamentalement notre existence découle de l'expérience qu'on a vécue. Et il y a un concept qu'on entend dans l'esprit critique qui s'appelle le biais d'ancrage, du coup, qui est l'idée qu'en fait, si selon comment une situation nous a été présentée, selon le framing, en fait, la fenêtre d'Overton, le cadre dans lequel les choses nous ont été présentées, et ben en gros, on est capable de faire évoluer progressivement notre point de vue, mais on va toujours partir du cadre qui nous a été posé et qui est en soi arbitraire. C'est un principe d'ailleurs qui est très bien connu et très bien utilisé dans le marketing, et en particulier lorsqu'il est question de vendre des choses qui ont une valeur qui n'est pas vraiment claire et pas vraiment fixe, comme des skins dans des jeux vidéo par exemple. Voilà, en général c'est vendu à un prix qui n'a pas grand chose à voir avec la valeur réelle du produit et la quantité de travail qui a été nécessaire pour le faire. Mais il y a certains produits comme ça où en fait le prix de départ qu'on a posé va entièrement conditionner ce qui va être considéré comme un prix acceptable par le client, et en fait on peut ajuster le prix en fonction du prix de départ qu'on a posé, mais le prix de départ va être très peu questionné, en fait il va être très facilement pris comme une norme, parce qu'il n'y a pas d'autres points de référentiel, et en fait voilà, notre existence, notre incarnation, le fait qu'on soit sur cette terre et qu'on ait vécu depuis notre naissance ce qu'on a vécu, c'est un énorme biais d'ancrage, et c'est pas juste un biais cognitif comme ça dont on pourrait se défaire en 2 secondes. C'est quelque chose qui est profondément lié à l'existence elle-même et qui transcende même, de toute évidence, l'existence humaine et qui transcende peut-être même ce qu'on a tendance habituellement à appeler la vie. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des processus dans l'univers en fait que la plupart des gens considèrent comme ne relevant pas de la vie, mais qui seraient aussi potentiellement soumis à ce biais d'ancrage. Donc en fait, le biais d'ancrage, c'est vraiment quelque chose qui est incroyablement profond et incroyablement puissant quand on commence à rentrer dedans. Et bon, je suis rentré un peu dans la technique quand même, mais fondamentalement, il y a des principes qui sont extrêmement simples derrière tout ça et qui, à mon avis, pourraient s'enseigner à des enfants en bas âge. Et le principe le plus fondamental de tout, donc qui est à la fois extrêmement simple et en même temps qui a des implications absolument gigantesques quand on commence à voir ce qu'il implique, c'est que il n'y a pas de soi séparé. C'est un truc que je n'ai absolument pas inventé, énormément de gens l'ont dit avant moi, mais c'est un truc qui me semble de plus en plus évident et dont je mesure de plus en plus les implications. Il n'y a pas de soi séparé. S'il n'y a pas de soi séparé, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de soi. Il y a bien quelque chose qui vit cette expérience, mais ce quelque chose qui vit cette expérience, même si pour vivre cette expérience, il doit avoir l'illusion de vivre une expérience singulière, parce que, en fait, si une perception n'était pas biaisée, si une perception se faisait depuis tous les points de vue en même temps, en fait, il n'y aurait aucun moyen de... Ce serait une sorte de flou total, de flou chaotique, ce serait littéralement la définition du chaos en physique, en fait, le principe de la seconde loi de la thermodynamique, en fait, c'est l'entropie, c'est voilà, en fait, on aura un point de vue anthropique sur le monde, donc en fait, vu qu'on n'aura aucune forme de biais de parti pris et tout serait mélangé en même temps, tout serait confondu en même temps, et donc en fait, on aurait toutes les perspectives, mais on n'en aurait plus aucune, et donc pour qu'on ait une perspective particulière et qu'on vive ce que c'est que l'expérience d'être au monde, et pour que la vie puisse être, pour que l'existence puisse être, eh ben, d'un côté, il faut absolument un point de vue incarné, limité, avec un effet d'ancrage et tout, qui se poursuit depuis notre naissance et tout, et en même temps,
cette réalité perçue doit nécessairement être une forme d'illusion, ou en tout cas elle doit être nécessairement incomplète, parce qu'il y a effectivement un monde extérieur en dehors de notre perception, et ce monde extérieur est profondément relié à notre monde intérieur. Et moi, vu que j'ai une conception du monde qui me semble en fait quelque part la seule cohérente, si on va au-delà d'un certain point, bon, vous en pensez ce que vous voulez, après c'est mon avis, mais pour moi c'est le cas, vu que j'ai une perception du monde qui est l'idée qu'en fait le primat de l'univers c'est la conscience universelle, et que la matière se crée derrière, et qu'une fois que la matière se crée, des consciences individuelles se créent, mais en fait quelque part notre conscience individuelle n'est que la troisième étape d'un processus, en fait, sur 3 niveaux. Et ce processus sur 3 niveaux, c'est la perception singulière subjective, ce qu'on appellerait habituellement le monde matériel et qu'on peut décrire avec les outils scientifiques assez classiques, et puis il y a un monde au-dessus qui est le monde ontologique, cette espèce de vide infini, de vide existentiel qui génère tout le reste et qui est la conscience universelle. Et vu que tout ça, fondamentalement, c'est relié et c'est la même chose, eh ben oui, notre expérience est singulière, mais notre expérience singulière ne peut exister qu'en harmonie et en interaction avec tout le reste et avec ce truc qui transcende la matière lui-même. Et voilà, tout ça, ça peut paraître très, très ésotérique, très perché, et on peut avoir du mal, en fait, à voir dans quelle mesure est-ce que ça nous est utile pour mener notre existence ordinaire, notre existence de tous les jours, ou bah voilà, on travaille, on mange, on va aux toilettes, on paye ses factures et tout. Quel est le lien en fait entre les deux? Le lien entre les deux est à la fois assez éloigné et en même temps complètement relié. À un endroit, on ne peut pas dissocier les deux. Et ben en fait, fondamentalement, pour moi, j'ai l'impression qu'au fond, toute forme d'existence ne vise en réalité qu'un seul but. Et là, je vais parler pas du but de la vie, le truc qu'on n'est pas supposé connaître. En tout cas, c'est un peu l'idée majoritaire aujourd'hui, c'est que ce serait quelque chose en fait qui est voué à rester une forme de mystère. Mais je pense qu'on peut trouver une forme de sens général, en tout cas derrière toutes les expériences et derrière le pourquoi est-ce qu'on est là. Et pour moi, le but général de la vie touche au fait de justement, depuis la perception individuelle, depuis l'ancrage, depuis la perception incarnée, réaliser et vivre de plus en plus, c'est un processus infini, hein, réaliser de plus en plus le fait qu'on est relié au tout, et que tout communique avec tout, et que tout est fait pour fonctionner ensemble, en fait. Profondément, qu'il n'y a pas de soi séparé, donc un soi mais pas séparé. Et un soi qui n'est pas délimité d'une manière extrêmement fixe, en fait, un soi avec des frontières brumeuses et qui évolue en permanence et qui se transforme en permanence au contact du reste du monde, c'est-à-dire de ce qu'il transcende. On a un soi, en fait, qui est bien un attracteur, qui existe bien, il y a bien une perception, mais ce truc est en perpétuelle évolution et redécouverte de lui-même, et d'ailleurs par un travail de conscience, et voilà, en plaçant sa conscience différemment dans le monde, en fait, on peut s'auto-transformer et modifier en gros les contacts et les relations qu'on a avec le reste du monde, en fait. C'est-à-dire que là, on est d'autant plus pas un soi séparé que notre soi lui-même tend à intégrer et à rejeter en permanence des éléments du reste du monde. Ce qui fait qu'en fait, au début de notre existence et à la fin, on a une impression de continuité parce que c'est un scénario logique qui se poursuit, mais en fait, on est, pour la majeure partie peut-être, et en particulier si on a beaucoup évolué, on n'est pas fondamentalement le même soi qu'on était au départ. Mais donc, fondamentalement, qu'est-ce qu'on poursuit? On poursuit cette réalisation, et tout ce qui nous éloigne de cette réalisation nous mène à une forme de souffrance, d'angoisse, de nihilisme, de boucles, de trucs comme ça qui sont très agréables et dont on n'arrive pas à sortir et dont on a l'impression que c'est la seule réalité qui existe. Donc ça nous amène dans une sorte de spirale de négativité, et en fait l'inverse, plus on réalise en fait cette unité du tout et la part qu'on a à y jouer et le fait qu'on a profondément et ontologiquement une part à y jouer, plus on rentre dans une spirale ascendante comme ça, et plus tout se passe de mieux en mieux. Et en tout cas, c'est pas que tout n'est que joie, béatitude et tout, et que les souffrances du monde et les difficultés du monde n'ont plus aucun poids, mais c'est que moi je le vis plutôt différemment. C'est que les difficultés sont là, mais déjà on a incroyablement confiance dans le fait qu'on a les ressources pour les surmonter, et du coup surtout on a incroyablement confiance dans le fait que les difficultés précises qu'on perçoit et qui nous appellent sont celles auxquelles on peut répondre. Enfin, ce sont en quelque sorte les témoins de notre vocation intérieure.
C'est-à-dire que les difficultés qu'on rencontre dans la vie mettent en lumière ce pourquoi est-ce qu'on est venu au monde et ce qu'on va être amené à faire dans la vie, en fait. Et donc, bah, quand on commence à voir que chaque difficulté dans l'existence met en lumière, bon après il y a un travail de discernement quand même à se faire, mais chaque difficulté dans l'existence met en lumière exactement ce qu'on est venu faire et ce qu'on est capable de faire, et nous montre en fait notre chemin de développement, de vocation personnelle, de lien avec le monde, d'exaltation intérieure et tout, le truc où vraiment, vraiment on va s'épanouir au maximum, ce qui va nous rendre vraiment heureux, quand on comprend en fait qu'il y a un lien direct entre ce qui nous fait chier dans le monde et ce qui va profondément nous épanouir, bah du coup en fait même ce qui est pénible, on le voit plus comme quelque chose de si pénible que ça, au contraire on le voit comme une forme de boussole sur où est-ce qu'on doit orienter notre attention. Il y a une histoire d'être dans une démarche intégrative, c'est-à-dire qu'au début en fait on a tendance à vouloir combattre ce qui nous énerve, et en fait au bout d'un moment il y a autre chose qui se développe, mais bon je vais pas trop rentrer dans le détail là-dedans. Mais donc, bah, en fait, toutes ces questions existentielles profondes sur la nature de l'existence et tout nous amènent à quelque chose au fond, très basique, qui est la dichotomie élémentaire entre ces notions qui semblent très désuètes et qui pourtant, je pense, ne sont peut-être pas tant à jeter que ça, qui sont bah, le bien et le mal, en fait. Sauf que dans l'histoire, on nous a présenté le bien et le mal comme des sortes de vérités écrites dans des bouquins ou détenues dans des institutions, avec des autorités comme ça qui nous disent voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, et si vous n'êtes pas d'accord avec ça, si ça ne vous correspond pas, si vous n'arrivez pas à vous y adapter, bah, vous êtes le mal. Ce qui, à mon avis, est une attitude de vie, une posture d'existence qui correspond plus au mal qu'au bien d'ailleurs, le fait de faire comme ça, mais vu que on a beaucoup dit ça aux gens, et qu'en particulier les gens minoritaires se sont vus comme persécutés par ces visions, disons, archaïques du bien et du mal, bah du coup ils ont voulu s'éloigner de ces notions-là, ils les ont vues comme binaires et tout, et puis bah, ils se sont réfugiés dans le scientisme, ou le relativisme, ou même certains le satanisme, en se disant bah, peut-être qu'après tout le mal c'est le bien, il y a une espèce d'inversion comme ça. Et d'une certaine manière il y a une part de vrai, c'est-à-dire qu'effectivement dans différents courants dits satanistes qui sont en fait... il y a plein de variantes, hein, mais on va dire qu'il y a des courants satanistes qui sont en fait des courants libertaires, mais qui veulent se donner un côté un peu edgy, quoi. Bah, effectivement, dans les postures libertaires, il y a aussi beaucoup de bien et beaucoup d'épanouissement et de services possibles à rendre au monde, toutes ces choses qui ne peuvent pas se développer en fait dans un monde qui a défini de manière rigide dans un bouquin ce qu'était le bien et le mal, et bah, je pense que ces périodes de rébellion et de rejet des institutions traditionnelles et tout, quelque chose qui est nécessaire et profondément bon pour le monde, si ça reste quelque chose de temporaire, si ça devient une identité définitive, en fait, c'est juste on remplace une oppression par une autre, en fait, on continue à faire tourner la boucle de la violence et du sacrifice, mais voilà, en fait, derrière ces notions existentielles-là, derrière cette réalisation que notre expérience est à la fois profondément singulière, en même temps profondément reliée au tout, il y a en fait le cheminement, la voie, la fameuse voie, qui, à mon avis, n'est pas une voie qui doit forcément se trouver dans une école, mais qui est une voie de la vie, disons, qui est une voie, chacun a sa propre voie, et chacun fera sens de sa voie, mais en tout cas, il y a un principe universel derrière. Bah, cette voie qui est la voie, en fait, de l'épanouissement aussi maximal que possible, du service au monde, du lien aux autres, et voilà. En fait, toutes les histoires qui disent ce qui me plaît vraiment ne me permettra pas de vivre, en gros, avec toutes les variantes que ça comporte. Je serai jamais compris, mon art ne fonctionnera jamais, je serai jamais reconnu, il faut que je sois pragmatique, de toute façon on vit pas dans un monde de contes de fées, tous ces trucs-là, euh, au fond ça parle d'une croyance qu'on est coupé du monde et que ce qui appelle le plus notre âme est une sorte de bug dont il faudrait se débarrasser. Et ça je crois que c'est quelque chose qui est profondément une erreur, et certaines personnes s'éveillent au fait que c'est une erreur, mais se retrouvent face à certaines difficultés quand elles essayent de voir ce qu'il y a au-delà, des difficultés qui sont naturelles, qui font partie du chemin, mais qui sont temporaires, et il y a une sorte d'épreuve du feu. Et certaines personnes, quand elles passent cette épreuve du feu, ça leur fait trop peur, et elles se cognent un peu, disons, et elles se disent bah, j'arrête les frais, je reviens en arrière, mais
Je pense qu'on peut vraiment dépasser ce truc-là, et en fait, on vit encore dans une époque, ça a peut-être toujours été le cas, hein, peut-être qu'on sera les premières générations à échapper à ça, mais on vit encore dans une époque où, en fait, notre quotidien a tendance à nous éloigner tellement de notre nature profonde et de notre aspiration profonde que c'est très facile, en fait, de perdre cette connexion. Elle est jamais totalement perdue, on peut toujours la retrouver, mais il est facile, en tout cas, d'avoir beaucoup de mal à retrouver cette connexion, parce que tout autour de nous semble ne pas fonctionner comme ça. Et tiens, bah ça fait le lien en fait avec mon introduction du début, et avec les difficultés que j'ai pu rencontrer pour faire cette vidéo. Et notamment, j'expérimente le fait en ce moment que je sens que je suis en train de sortir d'un mécanisme dans lequel je suis pris depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, qui a quelque chose en moi qui ne parvient pas à intégrer, ou en tout cas pas à intégrer de façon durable, le fait en gros, de se lever à une heure décente et de se coucher à une heure décente, quoi, de pas vivre complètement en décalé et tout. Et il y a un truc en moi qui, pendant 10 ans, euh, refusait, je crois profondément, de me coucher avant minuit et me lever avant. Enfin, je passais par différentes phases de décalage de rythme, en fait, mais bon, il y a des moments c'était beaucoup plus que ça, des moments où je vivais quasiment en inversé, quoi, mais en tout cas, il y a un truc en moi qui, pendant 10 ans, euh, a profondément refusé de ce truc de, je sais pas, 22h, 7h, ou quelle horreur. Et je commence à me recaler là-dessus, et c'est pas encore parfait, hein, mais je commence à me recaler là-dessus, et je découvre avec une certaine joie, et en même temps, ça ne me surprend pas tant que ça, ça ne vient pas avec une forme de discipline imposée comme ça, de il faut que j'ai un rythme de vie, machin, parce que c'est comme ça qu'il faut vivre. Euh, Ça a lieu dans une forme de relâchement et de quelque chose qui, presque, je suis soulagé de goûter enfin au fait de ne plus devoir de ne plus devoir imposer à un rythme de vie et à mon organisme ce décalage qui au fond ne lui faisait pas du bien. En particulier en hiver, c'est particulièrement déprimant en hiver, hein, parce que bah, quand le soleil se couche à 16h50 et que t'es debout à 14-15h, bah, la lumière du jour tu la vois quasiment pas. Il y a eu des périodes, j'étais clairement sur un truc comme ça. Et, euh, et, euh, et pendant 10 ans, bon, c'était moins vrai sur la fin, parce que le truc commençait a pu trop fonctionner, mais pendant 10 ans, j'avais l'impression qu'en même temps, bon, que okay, peut-être que c'est pas très flatteur, pas très bien vu de vivre en décalé, et en même temps, j'avais l'impression, et c'était peut-être vrai à ce moment-là, qu'il y avait quelque chose en moi qui appelait à pouvoir le faire, en fait. Et notamment parce que pour moi, la nuit était synonyme de calme, de tranquillité, ça avait quelque chose d'apaisant, et c'était un moment aussi où je pouvais réfléchir vraiment. Le plus du temps, mes meilleures idées me venaient vers 2-3 heures du matin, voire plus. Et, euh, et voilà, mais je suis confronté en fait aujourd'hui au fait que, au fond, quand j'étais enfant, je n'arrivais pas en fait concrètement à me lever après 9h, 9h30, pour moi c'était impensable. Même si je le voulais, genre j'étais réveillé avant. Je ne me couchais pas des heures de malade non plus, et de toute façon j'étais fatigué, j'avais envie de dormir au bout d'un moment. Donc, en fait, spontanément en tant qu'enfant, j'étais calé sur un rythme qui était relativement normal, même si je dormais pas mal en termes d'heures, mais bon, voilà. Et ce rythme de vie que j'ai commencé à adopter, enfin c'est pas vraiment que je l'ai adopté, c'est qu'en fait au fond il s'est imposé à moi. Ce rythme de vie qui s'est imposé à moi à partir de mes 18-19 ans, enfin le moment en fait où je me suis déscolarisé, où j'ai quitté le système de l'école classique et tout, bah c'était une surcompensation traumatique en fait. C'était une surcompensation traumatique. Et quand on commence à déconstruire tout, à se laisser exister, à se laisser vivre et tout, bah en fait on va avoir tendance à rentrer dans une phase où on vit entre guillemets n'importe comment, parce que
on ressent le besoin de faire péter tous les cadres pour voir ceux qui nous appellent vraiment et ce qui reste. Et c'est un peu une sorte de phase d'adolescence, on pourrait dire, mais c'est une phase d'adolescence de l'ego et de la conscience, qui d'ailleurs souvent, aujourd'hui, a plutôt lieu après l'adolescence. Il y a même pas mal de gens en fait, qui le vivent à la quarantaine. Euh, j'ai vu beaucoup ça, des gens qui ont une sorte de début d'éveil spirituel vers 40-45 ans et tout. Voilà. Et il y a une phase comme ça où, vu que tout ce qu'on m'a dit, c'est vu comme potentiellement faux, et bah je vais lâcher les ballons et je vais tout tester et tout. Et sauf qu'en fait, bah finalement, cette nouvelle liberté devient aussi une nouvelle prison parce que bah c'est pas forcément bon pour la santé, ça a des côtés déprimants, et puis ça fait qu'aussi ça nous coupe de plein de choses, hein, parce que le monde fonctionne pas au même rythme que nous, donc bon, il y a plein de trucs où plein de trucs qu'on peut pas trop faire parce que bah pendant que les gens font des trucs, nous on est encore en train de dormir, ou à l'inverse, nous on est réveillés quand ils sont en train de dormir, voilà. Mais tout ça pour dire que notre nature profonde, en tout cas ma nature profonde à moi, c'était pas ce que je crois pas, c'était pas de vivre en décalé, mais j'ai été tellement coupé de ma nature à cet endroit-là, et il y a plein d'autres endroits, hein. C'est ça les blessures qui mettent longtemps à se réparer. J'étais tellement coupé de ma nature par le traumatisme de l'école et par cette espèce d'idée en fait que si je me couche tôt, que je me lève tôt, en fait, c'est que je suis soumis au système scolaire en quelque sorte, cette espèce de traumatisme qui reste et qui d'ailleurs peut se rejouer dans le monde du travail aussi. Ça, plus des traumatismes familiaux liés au fait que bah, le seul endroit, le seul moment où j'avais à peu près la paix, où je pouvais faire ce qui me plaisait vraiment et être tranquille et tout, être centré sur moi, et voilà. C'était la nuit dans ma famille. Bah, ce combo de choses fait que à un moment, pendant 10 ans, pour moi, exister, c'était forcément avoir un rythme de vie décalé. C'est une espèce de lien entre les deux. Et en fait, voilà, le monde nous coupe tellement de notre nature véritable et de ce qui a profondément sens pour nous, que bah ça implique que les gens, juste pour s'extraire de ce paquet de bullshit, ils vont passer par des phases où ils rejettent les cadres, les catégories, les emplois du temps, enfin tout ce qui ressemble un peu trop à quelque chose de structuré et de contenant, en fait. Il y a besoin d'envoyer valser tout ça, quoi. De devenir sa propre norme et son propre cadre, mais le problème, c'est que si on devient sa propre norme et son propre cadre, et qu'on le fait en se vivant coupé de l'extérieur, bah, en fait, on le fait depuis nos propres traumas, depuis nos propres blessures non réglées, et on croit qu'on se fait du bien, mais on est encore, en fait, dans la survie. On est dans une variante en fait de la survie. Et contrairement à beaucoup de gens, je crois que profondément, le but de la vie n'est certainement pas la survie, que la survie en fait c'est une dimension de l'existence, hein, qui n'est pas à négliger, hein, parce que pareil, quand des gens commencent à avoir des prises de conscience spirituelles, c'est oh là là, la survie, on veut plus de ça, maintenant j'ai goûté qu'il y avait peut-être quelque chose au-delà de la survie, donc maintenant je veux parler que de la vie, de l'épanouissement et tout. Il y a un principe de réalité, un principe de survie, de machin, qui reste toujours opérant, peu importe où on est dans la vie, c'est normal en fait, sauf que bah, à un moment c'est vu en fait comme le cadre contraignant qui permet que des expériences intéressantes aient lieu, qui permettent qu'il y ait un enjeu. Et bah, en fait, s'il n'y avait pas d'enjeu, finalement, rien n'aurait vraiment de poids et rien ne serait vraiment intéressant. Et quand on comprend qu'en fait, la survie, c'est juste le truc qui met un enjeu et qu'en fait, cet enjeu-là, on a de plus en plus les outils en fait pour le gérer, bah, on se rend compte qu'en fait, peut-être que le but de l'existence, c'est justement de voir au-delà de cet enjeu et de commencer à explorer l'épanouissement, la vocation et la reliance. C'est quelque chose qui, justement, est plus en lien avec la vie. J'avais envie de faire une petite métaphore pour donner une idée en fait de comment est-ce qu'on pourrait faire passer ce genre d'idée d'une manière un peu concrète. Et je me disais, on pourrait créer un jeu vidéo par exemple. Alors bon, je pense que dans les faits, ce serait probablement très compliqué à réaliser. Ça poserait toutes sortes de difficultés techniques, mais ce serait peut-être pas impossible. Mais imaginons qu'on voulait créer un jeu vidéo qui permette de faire l'expérience dans un univers virtuel, dans un univers simulé, de qu'est-ce que ça implique en fait de
de voir le monde comme ça et de vivre ce que ça implique de voir le monde comme ça. Et je me disais qu'on pourrait imaginer une sorte de simulation dans un univers alternatif, peu importe la thématique, hein, soit un truc qui ressemble pas mal à notre monde, soit un truc beaucoup plus fantasy et tout, mais bah, ce serait une sorte de MMORPG, comme il en existe déjà, mais, euh, mais avec quelque chose qui est généré aussi procéduralement et systémiquement que possible. Donc il faudrait s'imaginer un MMO mais à la Minecraft, quoi, donc avec des univers entièrement générés, et avec plein de comportements qui sont émergents, qui sont basés sur des interactions et tout. Il y a plein en fait de phénomènes, de quêtes, d'événements, tout ça, qui en fait sont, voilà, autant que possible générés. En fait, autant que possible, tout ce qui est faisable dans le jeu ne serait pas limité par des cadres, des frontières, des règles de gameplay strictes, mais il y aurait beaucoup d'émergences en fait basées sur les règles de base qui ont été mises dans le jeu. Et en fait, il y a déjà un certain nombre de jeux qui font ça. Bah, Minecraft déjà, mais le jeu qui a ce concept-là le plus poussé, j'en parlais un peu sur mon Discord, même si j'y ai pas joué, mais j'ai vu une vidéo qui en parle, ça s'appelle Dwarf Fortress, c'est vraiment un jeu ultra systémique avec plein de trucs émergents et tout. Voilà. Mais là, l'idée, ce serait d'avoir ce concept-là, mais en massivement multijoueur avec un monde persistant. Et la particularité, il faudrait voir comment c'est réalisé dans les faits, mais la particularité, c'est qu'il faudrait que ça se joue avec énormément de joueurs, probablement, c'est dans l'idéal, au moins quelques dizaines de milliers sur une seule session, quoi. Il pourrait y avoir plusieurs sessions aussi, mais il faudrait au moins quelques dizaines de milliers de joueurs sur une seule session, en permanence. Et le principe, ce serait qu'autant que possible, on ait un monde de jeu où il n'y a pas de personnages non joueurs. En fait, tous les personnages sont des personnages joueurs. Et où le nombre d'objectifs et de possibilités dans le jeu sont pratiquement infinis, et surtout, il faudrait que ce soit un système qui soit extrêmement non dirigiste. Il faudrait qu'en fait ce soit les joueurs en quelque sorte qui choisissent leurs propres objectifs, sans que ce soit bien clair en fait fondamentalement si ça va à l'encontre ou pas des objectifs réels du jeu. On pourrait voir jusqu'à quel point est-ce qu'il y a des sortes d'objectifs implicites, mais globalement, voilà, chacun en fait pourrait, ce serait un peu une sorte de simulateur de vie où chacun pourrait faire un peu ses propres trucs, mais où il y aurait quand même des contraintes, des limites assez importantes et tout. Il y aurait quand même des principes de survie, où voilà, faut pas faire mourir son personnage et tout. Faut gérer des contraintes. Si on joue mal, bah il y a des trucs qu'on essaie d'accomplir, ça va pas marcher, ça va s'effondrer. Il va y avoir des catastrophes et tout. Et et là où ça deviendrait extrêmement particulier, c'est que bah, on pourrait jouer par exemple des humains. En fait, il y aurait beaucoup d'autres choses qu'on pourrait jouer, et pas seulement des humains. On pourrait jouer peut-être d'autres races, mais on pourrait jouer aussi des animaux, on pourrait peut-être jouer des plantes ou des forêts, des écosystèmes. Peut-être qu'on pourrait jouer un coup un personnage qui est né dans une famille très pauvre, et un coup un personnage qui est né dans une famille royale. Peut-être qu'on pourrait jouer, on pourrait jouer la météo à un certain endroit, tout ce qui est voilà, le vent, les nuages, voilà, toutes les conditions météo dans une certaine zone géographique. Peut-être qu'on serait, je sais pas, je ne connais pas, mais le Gulf Stream, ou j'en sais rien, un principe de météo, un truc cyclique qui revient et qu'on a identifié, quoi. Voilà, et on pourrait jouer peut-être des montagnes, mais on pourrait jouer aussi des émotions, peut-être, la colère, la tristesse, qui pourraient être représentées ou non sous une forme plus ou moins anthropomorphisée, voilà, un peu comme les dieux comme les dieux gréco-romains, qui en fait étaient souvent aussi des sortes d'allégories de pulsions humaines et de sentiments humains forts, ou de domaines comme la guerre, l'agriculture et tout. En fait, peut-être que là, on pourrait jouer je sais pas, la guerre, l'agriculture, on pourrait jouer voilà, des sortes d'allégories, peut-être on pourrait jouer la mort, je sais pas jusqu'où ça pourrait aller. Mais en fait,
On pourrait jouer à la fois des choses matérielles, des choses immatérielles, des choses toutes petites. Peut-être on pourrait jouer des insectes, mais on pourrait jouer aussi des choses très, très grandes. Peut-être qu'on pourrait jouer une planète entière. Et bon, ça paraît beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein. Je ne me suis pas posé des questions en termes de faisabilité, en termes de gameplay et tout. Et notamment le plus grand défi, ce serait comment est-ce qu'on gère les différences de temps. Parce qu'on s'imagine bien que le gameplay d'une montagne, le gameplay d'une planète est beaucoup plus lent que le gameplay d'un insecte. Mais ce serait génial en fait de pouvoir faire sentir à travers un jeu le fait que on peut jouer des entités qui sont composées d'autres joueurs qui sont vraiment dans la partie, qui sont vraiment en train de jouer indépendamment. Et ça, ce serait quelque chose de fantastique et qui, à ma connaissance, il y a tellement de trucs qui sont faits, je sais pas, mais à ma connaissance, j'ai jamais entendu parler d'un truc comme ça. C'est-à-dire un truc multijoueur où une partie de notre personnage est en réalité constituée d'autres personnages. Ou à l'inverse, notre personnage est une partie d'un personnage plus grand qui est joué par un autre joueur. Ce qui veut dire en fait que concrètement, euh, on pourrait gérer certains aspects, en particulier si on joue des choses qui ont un grand impact global, mais nos décisions, nos choix de gameplay, ce qu'on fait aurait un impact sur les autres joueurs dont on fait partie, mais ce sera un impact indirect dans lequel il pourrait résister à cette influence jusque dans une certaine mesure, et il pourrait même avoir un certain intérêt à le faire, encore une fois, jusque dans une certaine mesure. Et, euh, et ce qui serait intéressant aussi, c'est qu'il y aurait un certain nombre d'objectifs de plus en plus complexes, de plus en plus immersifs, de plus en plus intéressants, qui impliqueraient des formes de collaboration et de fonctionnement harmonieux et synchronisé entre énormément de joueurs différents. Et peut-être que le but du jeu serait d'essayer de faire des choses de plus en plus complexes, je sais pas, comme stabiliser l'écosystème d'une planète, ou comme envoyer un vaisseau dans l'espace, ou peu importe. L'idée serait de réussir à accomplir des objectifs de plus en plus ambitieux et potentiellement émergents, mais tout en réussissant à se coordonner avec les autres êtres humains, les animaux, les éléments, le monde psychique et peut-être les divinités qui l'incarnent. Et voilà, il s'agirait de réussir à harmoniser tous ces aspects-là, en fait. Et le dernier aspect, ce serait qu'on pourra imaginer que déjà on ne choisit absolument pas ce qu'on va jouer, c'est-à-dire à chaque nouvelle partie, on nous force en quelque sorte à jouer n'importe quel rôle et bon, on doit faire avec ce qu'on a. Euh, et, euh, et en gros, si notre personnage meurt ou arrive au bout d'une certaine quête, ou voilà, bref, on passera à un autre et, euh, et on pourrait imaginer, pour que ce soit un peu plus rigolo, que dès qu'on passe à un autre personnage, en fait, on soit propulsé au hasard sur, je sais pas, par exemple, il y aurait une dizaine de serveurs différents comme ça, et puis on passe à la partie suivante, et puis en fait, on incarne un autre personnage dans n'importe lequel de ces 10 serveurs, et il y aurait une sorte de contrôle de l'information, il y aurait une sorte d'asymétrie de l'information, en tout cas, nos informations seraient limitées, et on aurait accès au fond qu'au niveau de compréhension sur la partie globale qui est accessible par le personnage qu'on joue. C'est-à-dire que voilà, si on joue un insecte, on sait ce qui se passe en particulier si c'est un insecte terrestre, dans les quelques mètres ou quelques dizaines de mètres environnants, et les brins d'herbe nous cachent la vue et tout, et voilà. Si on joue une planète, du coup on a une vision très très large de ce qui se passe, mais on n'a absolument pas accès aux détails peut-être. Et, euh, et donc ça se passerait comme ça, et en fait tous les joueurs apparaîtraient comme anonymes, ce serait conçu de telle façon que ce serait très difficile, bon, ce serait peut-être possible, ce serait très difficile en fait de réussir à se coordonner en faisant des discords ou des trucs pour essayer de tricher, pour essayer de voir ah toi t'es ci, ah toi t'es ça, voilà. En tout cas l'idée serait d'essayer de pas le faire, et en nous propulsant au hasard sur différents serveurs à chaque réincarnation en quelque sorte, ça rajouterait comme ça du flou et de la confusion, et en fait on remplirait les objectifs qui sont liés à ce dont notre personnage a besoin, mais en ayant une vision pas du tout claire de l'ensemble.
Et peut-être qu'un des objectifs du jeu, ce serait d'œuvrer chacun à son niveau et à sa hauteur pour essayer d'augmenter la conscience de l'ensemble et pour essayer de faire en sorte que la partie évoluant, chaque nouvelle incarnation comprenne de plus en plus la place qu'elle a à jouer dans l'ensemble et comment est-ce qu'elle peut aider à remplir des objectifs plus vastes. Et ce qui impliquerait aussi qu'il y aurait peut-être certaines parties, certaines incarnations où on serait très très limité dans nos possibilités et on pourrait pas faire grand chose parce qu'en fait tous les joueurs autour de nous ont un peu saboté l'endroit où on est et donc du coup bah, on se retrouve dans des situations très compliquées et limitées, mais bon c'est pas forcément grave dans le sens où ça fait partie du jeu quoi et ça fait partie du truc. Et peut-être qu'au bout d'un moment, quand on aurait joué suffisamment de parties, et quand un des serveurs arrivera à une forme de conclusion, ou qu'il y aura un certain nombre d'étapes qui auraient été passées, ou peut-être à un moment, il y aura une durée arbitraire qui aura été passée, voilà, je sais pas, tous les X siècles simulés dans le jeu, voilà. Et bah, du coup, il y aura une sorte de pause, ou en tout cas, on pourrait passer en mode spectateur, et regarder en fait tout ce qui a été joué par tous les différents joueurs et toutes les histoires que ça a créées et avoir une sorte de frise historique de tout ce qui s'est passé et tout. Et ça permettrait un peu de voir comment est-ce que les gens ont réussi à coopérer, à faire des choses ensemble ou pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les trucs qui ont émergé. Et bah, je me dis ça ce serait un jeu qui je crois serait basé, pour reparler de la spirale dynamique, sur une philosophie de gameplay profondément turquoise. Bon, encore une fois, j'ai bien conscience que je fantasme, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit réalisable, et si possible rentable aussi, et c'est toujours cette contrainte, même si, bon, peut-être que ça pourrait être un truc, ce sera un projet uniquement passion pour des gens, mais bon, il y a toutes les difficultés de la réalisation, il y aura sans doute un certain nombre de limites en termes de gameplay, de choses qui seraient simulables et tout, voilà, mais en tout cas, notamment avec les progrès de l'IA et tout, est-ce qu'un projet comme ça, ce serait réellement impossible à faire? Est-ce que ça pourrait pas donner une simulation incroyablement intéressante, incroyablement immersive et surtout incroyablement enrichissante? Parce que finalement, ça nous permettrait d'augmenter notre conscience de ce qui se passe fondamentalement dans le monde réel, mais dont on n'a pas forcément conscience. Là, en fait, on aurait la possibilité concrète à la fois de vivre l'expérience d'être un être incarné avec toutes les limites que ça implique dans un jeu vidéo, dans une simulation, et en même temps, on aura à un moment la possibilité de voir les choses depuis différentes perspectives, et même à un moment depuis une sorte de perspective entre guillemets globale, où on pourrait vraiment voir tout ce qui a eu lieu et en tirer des conclusions et tout. Et donc en fait, ça permettrait de développer une pensée multiniveau, une forme de conscience de la totalité, et ce que ça implique en fait de collaborer avec des informations limitées et avec des vrais joueurs qui non seulement peuvent jouer d'autres personnages, mais peuvent même jouer des structures dans lesquelles on est inclus. C'est-à-dire qu'en fait on se retrouverait, bah, voilà, c'est en quelque sorte fusionné avec des joueurs qui jouent des métastructures dans lesquelles on est, quoi. Et ça, pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait, qui serait absolument fascinant si quelqu'un arrivait à mettre un truc comme ça au point. Et, et ben en fait, bon, ce jeu n'existant pas encore, moi finalement ce que je propose en fait dans ce que je transmets, c'est d'essayer de commencer peut-être à voir le monde comme si on était déjà en train de jouer à ce jeu, sauf qu'en fait ce jeu, bah, c'est le monde réel en fait, et c'est ce qui se passe réellement. Quand on comprend vraiment qu'on est relié au tout, et là, je crois qu'il y a des choses différentes qui se passent, et notamment on voit beaucoup moins la vie comme une succession de hasards et de chances ou d'injustices ou de choses comme ça. Tout fait beaucoup plus sens, et puis surtout on réalise un truc qui est incroyablement puissant, qui est que bah il y a pas d'erreur, il n'y a pas de déchets, il y a pas de rêves qui n'ont pas de raison d'être. En tout cas, si, il y a des rêves qui n'ont pas de raison d'être, mais c'est parce qu'ils ne sont pas rêvés de la bonne façon. Par exemple, peut-être que le rêve d'être milliardaire, c'est un rêve qui n'a pas forcément de raison d'être. Non pas parce qu'il serait impossible ou parce que ce serait forcément mauvais, hein. Il y a peut-être des gens qui le deviendront depuis un espace très spirituel et tout ce qu'il faut, mais en tout cas que peut-être que pour beaucoup de gens, par exemple, derrière le rêve de la richesse, en fait, il y a une peur de manquer, peur de pas être reconnu socialement, peur de pas avoir réussi et tout.
et peut-être que, bah, du coup, ça, c'est pas un rêve qui est intéressant, mais que, peut-être que le rêve plus intéressant derrière, c'est simplement le désir d'être reconnu pour ce qu'on est, d'apporter sa contribution et tout, et après, bah, c'est comment est-ce que ça se traduit pour chacun, quoi. Mais voilà, peut-être qu'au fond, derrière les difficultés, le chaos et les injustices apparentes, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, il y a une forme d'ordre implicite, de convergence transpersonnelle, d'intelligence qui nous dépasse complètement, mais qui nous guide d'une manière parfois avec beaucoup d'insistance, en fait. C'est quand il y a beaucoup de souffrance, c'est qu'on s'est éloigné trop longtemps de ce truc-là, et qu'en fait, ce truc c'est de nous y regarder de plus en plus, mais peut-être qu'il y a une forme de convergence générale, et que finalement l'expérience de la vie, c'est simplement l'histoire de la conscience universelle, ce qu'on pourrait appeler Dieu, qui a réalisé sa propre nature à travers la multitude infinie, et en fait ce truc-là a déjà eu lieu, mais ce qu'on est en train de vivre actuellement, là, dans cette incarnation, dans toutes les incarnations, on est en train de vivre le processus par lequel cet événement a eu lieu, en fait. Et, et ce qui implique aussi de vivre toutes les erreurs, les échecs, les illusions, les déceptions, qui ont eu lieu pour que ce processus ait eu lieu, en fait. Et donc, bah, peut-être que finalement, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a envie de vivre l'expérience de ceux qui ont, à leur échelle, cheminé, ne serait-ce qu'un petit peu, vers cette conscience générale d'unité de tout et de la merveille à la fois de la merveille de la multiplicité et en même temps de l'union de toute cette multiplicité? Est-ce qu'on a envie de plus vivre ça, ou est-ce qu'on a envie aussi de vivre l'expérience de tous les égarements, de toutes les voies de garage, de toutes les peurs, les mécanismes défensifs, les guerres et tout, et bon, je pense que d'une certaine manière, tout le monde a envie de, enfin, personne n'a vraiment envie de vivre ça, et en même temps, parfois c'est aussi quand on arrive au fond du trou qu'on se rend compte à quel point, sortir du fond du trou est une expérience absolument géniale, mais disons que encore aujourd'hui, on peut avoir besoin, en tout cas, je sais pas si c'est vraiment un besoin, mais en tout cas, on peut vivre l'expérience du fait que on se retrouve à creuser sacrément bas avant de commencer à remonter, quoi. Bon, c'est comme ça. Je pense qu'il est cohérent en fait de chercher à diminuer ça autant que possible, mais en même temps, ça fait aussi partie du sel de la vie. Je sais pas comment je pourrais vous conseiller d'appliquer ça dans votre vie. Ce que je commence à aborder, en fait, ça fera l'objet d'une deuxième vidéo, en fait, qui se fera suite directement à celle-là, qui sera sur bah, ouais, ce que j'appelle le champ subtil, le champ quantique, ou l'ordre implicite, ou je donne plusieurs noms, parce que comme ça, chacun prend celui qu'il veut, mais voilà, champ subtil, champ quantique, ordre implicite, ou champ nouménal, moi je pense que c'est celui que je vais utiliser le plus, parce que c'est celui qui me parle le plus, mais voilà, il y a une sorte de principe ontologique qui réunifie les choses vers une forme d'harmonisation, et voilà, donc bah, du coup ce sera le sujet de la prochaine vidéo, mais bah, si je peux vous donner peut-être des conseils pour comment est-ce que vous pourriez appliquer ça concrètement dans votre vie, bah juste sentez ce qui vous appelle vraiment, et développez votre foi dans le fait que suivre votre aspiration profonde est exactement ce que vous êtes venu faire dans la vie, et ce n'est pas un égarement, un rêve infantile, une bêtise, quelque chose qui doit vous effrayer. Euh, vous allez rencontrer un certain nombre de difficultés, un certain nombre d'obstacles, mais fondamentalement, d'autant plus si vous vous sentez déjà aspiré, inspiré par ça, et si vous êtes inspiré par mes vidéos, bah peut-être qu'en fait vous avez déjà mis suffisamment un pied dans le système, peut-être que vous avez déjà suffisamment mis le doigt dans l'engrenage, enfin peu importe la métaphore que vous voulez, et que bah peut-être que c'est plus le moment de reculer, mais que c'est le moment en fait de faire le pas complètement, et d'aller au bout de la chose, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire de plus en plus. Là, je sens une énergie qui me pousse à la contribution, et qui progressivement se fait de moins en moins depuis un espace de peur, et c'était vraiment pas gagné, hein. Je vous dis, rien que 10 ans pour commencer à
à réintégrer un rythme de vie à peu près normal sans me sentir soumis au système scolaire et tout. Bon, c'est voilà, c'est on part quand même de loin, quoi, mais franchement, je pense qu'il y a tout intérêt à y aller, que de toute façon, tout ça va de plus en plus, et beaucoup plus rapidement qu'on l'imagine, devenir en fait une évidence pour de plus en plus de gens, quoi. Bah, du coup, si ça vous a inspiré, si ça vous a aidé, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à en parler à d'autres gens que ça pourrait intéresser aussi. Merci de m'avoir écouté, et puis je vous dis salut, et on abordera donc plus cette histoire de chant nouménal dans la prochaine vidéo.